Et donc, il nous reste à passer à la troisième intervention. Donc, je vais donner la parole à notre dernier intervenant du cycle, Nicolas Saunier. Donc, Nicolas, qui est membre de la Ligue pour la protection des oiseaux et de la boutique des sciences, à ce titre de la boutique des sciences de Montpellier, dont on parlera, qui s'appelle Trait d'Union. Il est passionné de nature depuis son enfance, avec une affinité toute particulière pour l'ornithologie. Il a réalisé un cursus universitaire orienté vers l'écologie évolutive et comportementale, mais s'est recentré depuis sur l'engagement associatif, lequel l'accompagne depuis ses débuts. Il dirige aujourd'hui la délégation aéroltaise de la LPO Occitanie, tout en conservant un engagement de terrain, notamment ornithologique. Du coup, ce parcours dédié à la protection de la nature lui a fait prendre conscience qu'au-delà des sciences naturalistes, les sciences sociales constituent une clé de voûte à la prise en compte des enjeux environnementaux, ça on l'a évoqué aussi, et à la mise en œuvre de la transition écologique. Son intervention portera donc sur son expérience au sein de la boutique des sciences, qui se positionne comme une interface entre demande sociale et monde de la recherche. Et peut-être, Nicolas, je vous demanderai de présenter ce qu'est une boutique de sciences, ou en tout cas ce qu'est celle de Montpellier. Je vous donne la parole tout de suite. Alors bonsoir à toutes et tous. Donc oui, quelques éléments sur la boutique des sciences de Montpellier. Alors nous, c'est une structure pour laquelle nous ne sommes pas forcément familiers. Notre association a vraiment pour vocation à protéger la biodiversité et suivant deux axes qui sont la protection de la nature et la mobilisation citoyenne. Et ces deux axes traduisent un petit peu aussi l'importance qu'on a à développer une stratégie de remettre la protection de la biodiversité dans les enjeux socio-économiques d'un territoire. Et donc, dans ce contexte-là, l'importance que vont avoir les sciences humaines dans la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, vers 2017 environ, on a été tenu informé au travers des assises sciences-société que portait l'association Alice et la MSH Sud, et donc cet événement avait pour vocation à regrouper toutes les communautés d'acteurs directement ou indirectement concernés par cette thématique et a émergé parmi d'autres projets l'idée de créer une boutique des sciences. Donc nous, on a été tenus informés de ce projet. Et donc cette boutique des sciences, c'est un tiers-lieu qui permet justement de favoriser les coopérations entre le milieu académique et le milieu non académique. Donc il nous a été demandé, nous, en tant qu'association de protection de nature et puis citoyens et représentants du Collège des non académiques, d'accompagner ce processus et aujourd'hui même d'y siéger dans le comité de pilotage. Et sachant que nous, on s'est approché de cet outil euh, par le biais d'un projet, enfin, d'une problématique sur laquelle nous avons été confrontés, à savoir l'impact que peut avoir sur la biodiversité le développement des énergies renouvelables et notamment le développement des éoliennes. Et donc, dans ces années-là, 2017 et avant, on était confronté à une réalité de constat de la mortalité, notamment sur les oiseaux, générée par les pales des éoliennes. Et nous avions en face de nous une filière industrielle et surtout des autorités environnementales qui prescrivaient des outils de réduction de cette mortalité, ce qu'on appelle des SDA, des systèmes de détection alors automatiques ou aviphonistiques ou autres, qui sont globalement des systèmes de visionnage par caméra. Et quand on a un oiseau ou un élément qui rentre dans une zone de sensibilité, ça crée une impulsion. Et cette impulsion, ça peut aller jusqu'à l'arrêt de la pale des éoliennes. Et nous, on s'était rendu compte que, contrairement au postulat de départ qui était de supprimer la mortalité au regard de la réglementation sur les espèces protégées, qui plus est la mortalité sur des espèces protégées, nous, par exemple, nous étions particulièrement concernés par une espèce qui s'appelle le faucon cresserellette, qui fait l'objet d'un plan national d'action. Et nous étions devant le constat que tout au mieux, ces outils réduisaient la mortalité, mais qu'à aucun moment, ils supprimaient la mortalité. Et donc, nous, on se rendait compte qu'on avait une autorité environnementale qui prescrivait ça comme la panacée, la solution. Et il nous a paru important quand même d'engager un travail de recherche pour évaluer ces outils et rationaliser un petit peu l'efficacité de ces outils et à la replacer dans son contexte de performance ou en tout cas d'efficacité au regard de la réglementation sur les espèces protégées. Ce qui nous permet après aussi d'instruire une question sociale qui est l'acceptabilité ou pas d'une mortalité d'espèces protégées. Donc,
nous, face à cette question, on a été très vite confrontés au fait que nous n'étions pas forcément légitimes pour porter une telle question, parce que déjà, nous ne sommes qu'une association de protection de la nature. Et donc, justement, à cette période-là, la boutique des sciences Trait d'Union nous a paru être potentiellement un tiers-lieu, un outil, un espace qui permettait peut-être de faire mûrir ce projet, de faire mûrir cette idée, et dans un espace relativement neutre. Donc, on en a discuté avec l'autorité environnementale et qui était qui est la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui notamment porte ce PNA pour cette espèce faucon cresserellette et qui est un petit peu l'autorité environnementale qui cadre les obligations de protection des espèces. Tous les deux, en effet, on s'est sentis trop impliqués dans le projet pour porter une telle démarche. Et donc, la boutique des sciences, on s'est rapproché des porteurs de ce dispositif dans cette phase d'émergence de la boutique des sciences, euh, ont trouvé ce sujet intéressant et ont validé le principe qu'il puisse constituer un projet pilote. Donc, il y a eu deux ou trois projets pilotes à la naissance de cette boutique des sciences, et notamment celui-là. Donc, il y a eu plusieurs phases. Alors, il faut savoir que dans la boutique des sciences Trait d'Union, il y a une méthodologie de Trait d'Union qui est basée sur l'accompagnement, enfin, l'émergence du sujet, hein. Donc, accueillir les demandes et faire émerger les demandes. Donc, là, en l'occurrence, c'est nous qui avons apporté auprès de la boutique des sciences cette demande, cette question qui était, si je la résume, d'évaluer les dispositifs de réduction de la mortalité aviaire sur les parcs éoliens existants, déjà en fonctionnement. Après, dans la méthodologie de cette boutique des sciences Trait d'Union, il y a l'incubation du projet. Donc l'incubation du projet, c'est mettre en lien avec différents acteurs, référents, scientifiques, experts de la problématique, et puis co-construire. En fait, ça va accompagner les citoyens tels que ceux que nous étions, que nous sommes toujours, quand on a une question comme ça, un petit peu brute de décoffrage, la traduire dans une question scientifique et justement de la concrétiser dans un cadre scientifique. Et puis après, au-delà le troisième axe de la méthodologie de trait d'union, c'est le suivi. Le suivi vraiment du traitement de cette question, de la réponse à cette question, y compris avec des positionnements qui se rapprochent de ceux que peuvent être un tiers veilleur. Euh, donc, c'est dans ce cadre-là que nous, le projet MAP, donc mortalité aviaire des parcs éoliens existants, a vu le jour. Donc, il y a eu tout un travail au départ vraiment d'essayer déjà de se rapprocher des académiques, des scientifiques, de savoir comment est-ce que eux percevaient cette question et la possibilité d'y répondre. Il y a eu un très gros travail après aussi de concertation avec tous les acteurs impliqués par cette problématique, que ce soit des acteurs de la filière industrielle, bien entendu, euh, des acteurs aussi, des autorités environnementales, des scientifiques, des associations, des citoyens, des bureaux d'études, voilà, toutes les personnes qui étaient impliquées de près ou de loin dans ce projet. Donc le but était vraiment de construire cette question ou ces questions scientifiques, de les traduire vraiment sur le champ opérationnel et vraiment dans quelque chose qui a été concerté. L'objectif, c'était vraiment d'arriver à un partage de l'importance et de l'utilité de répondre à cette question et de la méthodologie après pour y répondre. Parce que c'est une réponse qui ne peut pas se faire de façon sectorisée, hein. Il fallait vraiment que chacun puisse apporter son regard, son expertise, sa pierre à l'édifice. Donc c'est un processus qui a pris quand même beaucoup de temps, hein, parce que même si on avait un objectif convergent qui était, pour nous en tout cas, de réduire l'impact sur la biodiversité et rationaliser l'efficacité de ces outils, pour les industriels par exemple, l'intérêt était également de réduire l'impact sur la biodiversité au cadre réglementaire et puis de rationaliser les coûts aussi représentés par ces outils, hein, qui ont quand même un coût relativement important.
Pour les autorités environnementales aussi, c'était dans le même sens, hein, de leur permettre de prescrire des préconisations qui sont utiles et qui sont à la hauteur des enjeux identifiés. Donc, il y avait des points de convergence, mais il y avait aussi des points de divergence. Tout simplement la nature de nos structures, hein, à savoir également que nous avons des intérêts qui peuvent être divergents, hein, des approches qui sont industrielles, des approches qui sont citoyennes, des approches qui sont associatives. Nous aussi, nous ne nous cachons pas à être une association de protection de la nature militante. Et donc, vraiment, on a un travail aussi de plaidoyer et puis d'action en faveur de la biodiversité. Et au travers de ce différent dispositif, on a construit une architecture, une gouvernance qui a donc réuni les demandeurs, hein, qui étaient donc l'Adréal Occitanie et puis la LPO, euh, les chercheurs, et notamment le CEF-CNRS, donc le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, et puis l'ensemble des acteurs, ce qu'on appelait la concertation élargie, c'est l'ensemble des parties prenantes. Donc sachant que c'est vraiment l'institution de tutelle qui était la MSH Sud, qui a porté la boutique des sciences Trait d'Union et qui a donc accompagné le processus d'incubation et qui aujourd'hui porte aussi au travers de sa chargée de mission l'animation de ce groupe de réflexion, ce groupe de travail. Euh, donc, dans ce processus qui a duré plusieurs années quand même, hein, donc vous voyez entre le moment où la question est plus ou moins apparue, on va dire en 2017, nous sommes en 2024, donc on a beaucoup d'années qui sont passées. Les productions de recherche sont en train d'être réalisées, hein, mais en fait, c'est un processus qui a vraiment voulu prendre le parti d'avoir un vrai travail de concertation, un vrai travail de participation, d'implication participative, de co-construction. D'ailleurs, c'est une approche qui a été perturbante, en tout cas pour des structures telles que la nôtre, parce que on est dans un dispositif qui était évolutif, en plus un dispositif qui se voulait avoir aussi une notion de projet pilote, un petit peu de projet de recherche, et donc avec une capacité d'évoluer, de s'adapter, et puis d'avoir une forme de recherche active tout au fur et à mesure de sa vie, quoi, de sa mise en œuvre. Donc, il a été jalonné par d'innombrables séminaires, d'innombrables réunions préparatoires qui ont permis vraiment de calibrer le projet de recherche en trois, j'ai envie de dire, grands volets, hein, lesquels se subdivisent en des sous-volets. Il y avait un volet de recherche, un volet sur la construction et l'évaluation des protocoles de ces outils de suivi, et puis un volet qui était relatif à la concertation. Donc le volet de recherche, il y a eu des actions sur enfin, comprendre les causes de la mortalité aviaire dans les parcs éoliens, comprendre les conséquences de ces collisions sur les populations d'oiseaux, informer pour améliorer des solutions de réduction de la mortalité aviaire. Sur le volet protocole, c'était ça en tant qu'association, celui qui nous importait le plus, c'était évaluer ces outils de détection automatique. Donc construire des protocoles de terrain qui puissent objectiver, factualiser l'efficacité, la performance de ces outils, d'autant plus considérant c'est une ingénierie qui est jeune et qui est en constante évolution. Et donc, on avait vraiment besoin de pouvoir avoir une approche évaluative, comparative, qui permette après, notamment aux autorités, de pouvoir se positionner en toute connaissance de cause. Et puis après, ce gros volet qui pour nous aussi était particulièrement important, le volet de la concertation, de la coordination, de la concertation et puis de la valorisation de ce projet. Donc voilà, c'est un projet qui a réuni plein d'acteurs, hein. Je pourrais aussi, enfin, et puis des financeurs aussi, hein. Donc l'ADEME, l'OFB, l'ADREAL, bon, les syndicats éoliens, la région, le ministère de la Transition écologique et solidaire. Enfin, donc on est arrivé avec un budget qui avoisinait le million d'euros et qui a un calendrier prévisionnel qui s'est étalé, qui a démarré à plus ou moins en 2020
et qui aujourd'hui n'est pas fini, hein. Donc, c'est un petit peu une recherche à tiroir, hein. On a eu des stages qui ont permis de répondre assez rapidement à certaines questions, et d'autres, c'est passé par des thèses, des post-docs. Donc, on a tout un collège d'acteurs et d'actrices qui ont travaillé justement pour produire des réponses à ce projet. Et ce projet aussi s'est distingué parce qu'il a voulu, il s'est voulu vraiment fort de construire une gouvernance participative, une gouvernance concertée, élargie. Donc il y avait un comité de pilotage qui regroupait l'ADEME, l'ADREAL, les fédérations des syndicats éoliens, le LABEX CEMEB, la LPO, l'OFB, la région Occitanie, le ministère, le CEF, le laboratoire Neuropsy, etc. Et puis, bien entendu, la MSH Sud, hein, qui est vraiment l'institution hein, qui a porté un petit peu cette démarche. Et donc, ce comité de pilotage était vraiment sur le pilotage stratégique du bon déroulement de ce projet. C'était un petit peu aussi l'instance décisionnelle. Après, a été construit un- un- un comité, enfin, un comité de technique. L'objectif de ce comité technique, c'était de réunir vraiment des experts un petit peu sur les questions identifiées. Et le but, c'était de piloter de façon opérationnelle pour assurer la gestion technique du projet, hein. Il avait plutôt une valeur consultative et le but, c'était vraiment de faire avancer dans un cadre technique le travail de recherche. Et après, il y avait un groupe de travail multi-acteurs bon, qui regroupait encore une fois le, de façon élargie hein, l'ensemble des acteurs directs ou indirects concernés par cette thématique, les associations de protection de la nature, les parcs zoologiques, les bureaux d'études, les fournisseurs de solutions, les opérateurs de développement et d'exploitation éolien, les turbiniers, la recherche scientifique, les collectivités, les services de l'État. Là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir cette gouvernance élargie. Au final, c'est vraiment un projet qui a pris une ampleur peut-être mal estimée au départ, hein, où on s'est retrouvé avec 96 organisations. Lors de certains séminaires élargis, il y avait 172 participants. Donc, ça montre un petit peu la pluralité du projet. Et l'objectif étant aujourd'hui d'arriver à une phase où la recherche a fait son travail, mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, enfin, pour nous, la dynamique n'est pas finie, hein, parce qu'il y a vraiment un vrai travail aujourd'hui de vulgarisation, il y a un travail de valorisation de ces résultats. Vraiment, ce qui nous importe, nous, dans ce projet, et au travers et grâce à la boutique des sciences, Trait d'Union, que la société civile puisse s'approprier enfin, les travaux de cette recherche et qui ne restent pas cantonnés à une sphère académique, mais que vraiment, nous, en tant qu'association de protection de nature, les autorités environnementales, les citoyens, toutes les structures impliquées dans cette thématique puissent s'approprier les résultats de ce travail de recherche et des questions qui ont été, enfin des réponses qui ont été apportées aux questions, mais aussi des questions qui ont émergé. Parce qu'il faut savoir que c'est un dispositif évolutif et puis naturellement ouvert à d'autres questions. Et par exemple, aujourd'hui, comme je l'ai suggéré en introduction, la question de l'acceptabilité sociale d'un impact sur la biodiversité euh, au regard d'autres enjeux hein, qui peuvent être des enjeux de développement durable, hein. Euh, voilà. On voit que c'est vraiment un processus là qui ouvre sur d'autres questions et qui viennent aussi étayer notre positionnement initial de l'importance qui est accordée aux sciences humaines. Nous, on se rend compte que dans les stratégies de protection de la biodiversité, souvent, c'est pas forcément le côté technique qui est le facteur bloquant le plus important. C'est pas forcément le facteur financier non plus. C'est le facteur humain. Et vraiment, c'est lui qui est à l'origine des difficultés les plus importantes et qu'on peut rencontrer, notamment en France métropolitaine, dans la préservation de la biodiversité. Euh, et donc, ce type d'outil, de dispositif qui nous permet de dépasser les clivages socio-économiques et de réussir à déjà
travailler ensemble, se comprendre aussi au regard de nos réalités respectives, c'est vraiment des outils qui ont été importants. Nous, dans le processus aussi d'incubation qu'a proposé la boutique des sciences, on a bénéficié de l'accompagnement de certaines structures spécialisées dans la concertation, comme l'ISOD par exemple, qui nous permettait vraiment de pouvoir dialoguer, de pouvoir... Il faut savoir que cette thématique sur laquelle nous avons travaillé, c'est une thématique qui a cristallisé, qui cristallise encore à beaucoup de tensions. C'est des thématiques où il y a eu beaucoup de clivages, de polémiques, et c'est vraiment très difficile de travailler sereinement sur ce type de questions. Et donc, ça a été vraiment indispensable que nous puissions nous puissions bénéficier d'une ingénierie de la concertation, des ingénieries sociologiques, de cette capacité aussi à travailler parfois avec des designs d'ateliers qui nous changeaient de notre quotidien, hein, où on était sur une approche participative, où le but était un petit peu aussi de casser les postures socio-professionnelles et vraiment de nous permettre d'avancer dans une ingénierie collective. Et je trouve que moi, c'est toute l'intérêt de ce projet. Ça a été vraiment cette capacité à, à avancer dans un cadre collectif, bien que nous aussi, ça nous a perturbés, parce que cette co-construction adaptative, elle perturbe parce que, en fait, vous avez de nouveaux acteurs qui arrivent au fur et à mesure de la vie du projet, qui ont un regard différent, des attentes différentes, des compréhensions différentes. Soit au sein d'une même structure, vous avez un turnover, soit avec de nouvelles structures qui s'investissent dans le projet. Et donc, il faut sans arrêt garder un cap, parce que le cap, vous avez des biais qui se créent et on peut très facilement dévier du cap initial. Et donc avoir un résultat qui ne répond pas à la question initiale et qui n'est pas correspondant à ce que vous attendiez au départ. Et donc, nous, ça a vraiment été un très, très long processus qui a été difficile aussi, hein, qui a mis en tension différents acteurs. Il faut savoir aussi qu'on est là face à des enjeux industriels où il y a des réalités commerciales et de confidentialité. Donc, ça a été vraiment usant aussi hein, pour les parties prenantes, que ce soit au travers de la boutique des sciences Trait d'Union, au travers de la MSH. Je pense que les personnes qui portent ce type de dynamique doivent comprendre que cette dynamique collective, participative, quand elle est dans des grandes envergures, peut être très usante. Et je pense qu'il est important aussi de pouvoir permettre à ce que les personnes qui vont piloter, qui vont animer, qui vont coordonner, puissent le faire. Dans une ambiance qui va être relativement apaisée, pour leur permettre de travailler dans un cadre neutre, leur permettre de travailler sans avoir à porter toutes les difficultés qui peuvent être liées à des sujets qui peuvent être polémiques et conflictuels. Donc, tous ces aspects sociologiques ont été pour nous une des clés de réussite de ce projet et qui nous permet aujourd'hui d'aboutir à ce résultat hein, qui est fort intéressant.